Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce midi pour cette table ronde spéciale Web3. Et donc pour m'accompagner ce midi, j'ai donc 5 intervenants. Alors je vais prendre déjà, on va commencer par Mark van Staldinen. Yeah, is that good? Okay. Your team lead safety Dutch blockchain coalition. Donc vous êtes directeur de la coalition néerlandaise de blockchain. Non, tu es vice-président Web3 chez Vivendi. Sébastien Martin, tu es président et cofondateur de Red Square. Après, nous avons Merlin Egalit, cofondateur de Morpholabs. Et Égalité, ok. Pardon. Et enfin, tout à gauche, Dominique Pénin, donc associé au cabinet Kramer-Levin. Et moi, je suis Charlie Perrault, je suis chef du service start-up aux Échos. Alors, on va avoir un débat d'une heure à peu près, et puis vous pourrez poser à la fin vos questions. Il y aura une session de Q&A, le micro pourra circuler librement. Alors moi, je voulais d'abord faire un rapide tour de table quand même pour vous présenter. Allez, vous avez 2-3 phrases maximum. Allez, je commence, vas-y, par toi, Merlin, si tu peux nous expliquer ce qu'est Morpholabs assez simplement, parce que c'est peut-être un peu technique. Hello everyone. Bonjour à tous, je vais m'exprimer en anglais. Morpholab est une entreprise qui se trouve derrière le protocole de TIS5. Donc c'est pour tout ce qui est l'accueil sur les blockchains. Nous avons créé la 3e plus grande protocole d'apprentissage. Je représente la société Red Square. Red Square, c'est le guichet unique de la gestion des risques dans l'environnement Web3. On est partenaire stratégique d'Avisa Partners avec lesquels on co-développe une offre qui s'appelle Spire. Notre métier, de façon plus concrète, c'est d'apporter l'expertise aux acteurs développant un cas d'usage Web3 et de les aider sur l'ensemble des vecteurs de risque auxquels ils font face et de pouvoir tout simplement les surmonter. Et par exemple, ça va d'audit de smart contract jusqu'à conception d'architecture, informatique, et puis aussi des sujets de sécurisation des flux financiers et aussi d'investigation on-chain. Donc voilà un petit peu pour présenter Red Square. Bien. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Fabien Frechter, je suis vice-président de Vivendi. Vivendi, vous le savez, c'est un leader de l'entertainment à l'échelle mondiale, mais évidemment le leader en Europe. Une entreprise qui a été créée au 19e siècle par Napoléon et qui a surfé au cours du temps sur différents types d'innovations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de développer les projets blockchain au sein du groupe. Nous avons un sacré temps d'avance dû au fait que nous étions, dès les années 2015, déjà en train de travailler sur ces technologies pour différents business et différentes solutions, que ce soit sur de la vidéo avec Canal+, Dailymotion, que ce soit sur de la création avec Havas, avec Equino, sur la tech, que ce soit Gameloft sur le gaming, ou encore sur d'autres sujets, notamment le ticketing avec Citicket, les festivals Vivendi Village ou Vivendi Afrique. Mark, can you tell us more? Marc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous et sur la coalition blockchain? Bonjour à tous, donc je suis Mark van Stalden, vous pouvez m'appeler Marc puisque je sais que mon nom de famille n'est pas facile à prononcer pour les francophones. La coalition néerlandaise Blockphone est une coalition aux Pays-Bas qui vise à stimuler les technologies de blockchain et l'adoption pour aussi trouver de nouveaux cas d'utilisation. Je suis à la tête du système de sécurité. Nous avons identifié 2 piliers principaux pour pouvoir résumer cela rapidement. Nous avons la gestion des risques, comme vous l'avez, l'un des collègues nous l'a déjà mentionné. Donc l'objectif, c'est d'éviter l'abus des technologies de blockchain et de cryptoactifs. J'adore vraiment ce système puisque personnellement, je trouve que ces technologies sont formidables et on peut utiliser, deuxième pilier, ces technologies pour créer une société plus fiable et plus sûre. Dominique ? Dominique Penin, je suis avocat au cabinet Kramer-Levin, qui est un cabinet au départ américain, qui a un bureau à New York, à Washington, en Silicon Valley. Et à Paris, je suis en charge d'affaires contentieuses
Et évidemment, les questions de cybercriminalité sont des préoccupations quotidiennes. On a également au cabinet tout un environnement, et on pourrait parler un peu de task force en matière de cybersécurité avec des associés en réglementaire. Et voilà. Ok, merci. I don't know if I have to. Alors, je ne sais pas en quelle langue exprimer mes questions. Je vais les poser en anglais et vous pourrez me répondre dans la langue que vous le souhaitez. Ces derniers mois ont été marqués par les différents scandales, différentes failles dans le monde de la crypto. Le plus célèbre, c'est celui de FTX. Est-ce que vous avez des questions ou des préoccupations de la part de vos clients, de vos partenaires, notamment depuis le scandale de FTX? Sébastien? Il y a eu beaucoup d'affaires ces derniers mois qu'on on va dire mis la lumière, on va dire un peu sur un certain nombre de dysfonctionnements au sein de l'écosystème, mais malgré tout, effectivement, il y a des beaux succès aussi. Mais grosso modo, les préoccupations de nos clients sur les enjeux de sécurité sont assez importantes. Ce qu'on peut dire de façon globale, c'est que le cadre réglementaire est un point qui ressort beaucoup. Il y a effectivement des obligations légales qui sont, on va dire, fixées. Et souvent, l'enjeu est de savoir comment le prendre en compte opérationnellement, concrètement. Par exemple, quand on parle de résilience des systèmes informatiques, ça veut dire quoi concrètement? Comment je le fais? Et ça, c'est effectivement beaucoup de leurs préoccupations, c'est de finalement comprendre comment concrètement je mets en place ce qui m'est demandé. Et après, il y a aussi beaucoup d'enjeux, que ce soit par exemple sur comment je sécurise mes fonds, puisque maintenant finalement les cryptos viennent apporter une nouvelle réalité financière. Et il faut que, par exemple, donc ça cet enjeu là particulièrement auprès des acteurs classiques, corpos, qui rentrent dans le Web3, donc qui ne sont pas Web3 natifs, comme on dit, mais qui ont des enjeux de maintenant, j'ai pas que de la trésorerie en euros, j'en ai aussi en crypto. Et donc, comment je viens sécuriser ça? Et ça aussi, on est au tout début du process. Et ça aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille activement. Très bien. En réalité, le vrai changement date de cet automne. Pas seulement pour FTX, pas seulement pour les différentes crises et scénarios que nous avons pu traverser, avec pas seulement d'ailleurs le crash d'acteurs crypto, mais aussi d'acteurs financiers traditionnels. Le changement, ça a été une prise de conscience progressive, mais qui s'est incarnée, d'une certaine manière en tout cas de mon expérience, à travers des nominations successives de directeurs Web3 au sein d'entreprises corporate en l'espace de quelques semaines. Moi, j'étais dans l'écosystème depuis plusieurs années et j'avoue que lorsqu'en décembre, on avait des dîners avec des directeurs Web3 corporate et qu'on était 20 et non plus 3, ça faisait quand même quelque chose. Évidemment, c'est une conséquence double à la fois du bear market. À chaque fois qu'on est en bear market, et pour en avoir traversé quelques-uns, c'est là où les industries vont se positionner, où on va vraiment travailler finalement. Plus on est à l'ombre, plus on peut travailler. Mais aussi, bien entendu, par le fait qu'il y avait eu quelques cracks successifs, à la fois d'acteurs crypto et traditionnels. Mais d'une certaine manière, c'est un cycle. Il y aura toujours des cracks des acteurs financiers traditionnels comme des acteurs crypto. La question aujourd'hui, c'est surtout le réveil des industries qui se disent pour la première fois, nous ne pouvons plus passer à côté. Et si je puis me permettre, il y a eu en même temps quelque chose d'autre qui a, en tout cas de mon côté Vivendi, et puis pour toutes les industries créatives en particulier, été un vrai déclic. C'est évidemment l'IA générative. Parce qu'à partir du moment où progressivement on se rend compte de l'impact, de l'opportunité, mais aussi des risques, eh bien on se dit que derrière ces risques, le Web3 est peut-être aussi parfois une solution pour la protection des contenus, leur valorisation et surtout la responsabilisation. Mark, what was the reaction in Holland regarding, Et Marc, quel est votre point de vue depuis les Pays-Bas, notamment par rapport à la situation du FTX? Alors, de mon point de vue, j'aurais une réponse un petit peu limitée sur FTX, puisque oui, il y a eu un gros crack, les gens ont perdu beaucoup d'argent. Ça a été vraiment difficile pour certaines personnes, mais voilà, pour tout ce qui est de la due diligence et pour l'entrepreneuriat, l'idée c'est qu'on avait peut-être un peu trop d'argent à gérer, que nous, on n'avait pas perdu tant que ça. Mais pour répondre à mes deux collègues, j'aimerais dire que voilà, ces technologies ont énormément de potentiel. Et nous avons aussi beaucoup appris ces dernières années sur toutes ces solutions.
Si vous prenez toutes ces solutions indépendamment, elles fonctionnent bien, mais l'ensemble des trois vous propose une technologie décentralisée complète. Et de mon point de vue, c'est là qu'il y a eu un gros changement. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi il y avait d'autres collègues comme vous qui étaient présents aujourd'hui, qui rejoignent la partie. Et pour revenir sur ce qui a été dit, la gestion des risques, bien sûr, au préalable, et pas seulement attendre qu'il soit trop tard pour réagir. Je dirais ça, voilà, pour Vivendi et pour les entreprises qui investissent dans ce domaine, il faudrait vraiment mieux comprendre les risques qui sont liés à ce type de produit. Toutes les compagnies, toutes les entreprises ne peuvent pas forcément le faire, mais voilà, de mon point de vue, il y a encore de la recherche à faire. Il faut renforcer les recherches dans les universités, dans les centres de recherche, étudier toutes les failles et voir un peu rapidement comment on peut gérer les risques, puisqu'il y a toujours un potentiel d'innovation. Dominique ? FTX, à mon sens, elle a quelque chose d'assez anecdotique parce qu'il n'y a aucun secteur qui n'est épargné par la faillite. Des cracks, il y en a toujours eu. Des spéculations, il y en aura encore. C'est le propre de l'homme. La volonté de toujours plus et de tout défier, elle est permanente, elle est consubstantielle aux êtres humains que nous sommes. Tous ici. Alors j'espère qu'il y a l'Assemblée est quand même plus raisonnable que les animateurs d'FTX. Mais FTX, et comme toutes les faillites, a un grand mérite. C'est d'abord permettre aux acteurs, à l'environnement, de penser à ce qu'il y a d'assez merveilleux tout de même dans la régulation. Il ne faut pas qu'elle soit atroce, mais la régulation est un des piliers de la sécurisation du marché, de ces acteurs et également des consommateurs. Et puis, plus largement, ça permet aussi au pouvoir public de considérer le Web3 sous un angle judiciaire, en pensant à le doter de moyens suffisants. Alors quand je dis judiciaire, c'est-à-dire les forces de l'ordre, c'est-à-dire faire en sorte que l'État soit capable d'avoir suffisamment de procureurs pour connaître de ces questions. Et puis, et voilà. Et donc ça, c'est le mérite d'une telle faillite. Alors après, les clients, j'allais dire, c'est peut-être aussi l'occasion pour eux de penser qu'il faut avoir recours à des personnes qui sont capables de les aider à sécuriser leurs opérations en général. And for you, Merlin, did it change any- Pour vous, Merlin, est-ce que ça a changé un petit peu ou est-ce que ça a menacé vos protocoles? Non, pas vraiment. En fait, nous sommes en pleine croissance et nous avons connu aussi une croissance d'autant plus spectaculaire après cette faillite. Les crypto-banques telles que FTX ou d'autres doivent du coup mettre en place des protocoles un peu plus transparents, déployés sur le blockchain. Donc, c'est ce que nous créons. Les utilisateurs FTX ne sont pas souverains de leurs actifs. Ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas savoir concrètement où se trouvent leurs actifs et ce que FTX fait de leur argent. Alors que si vous prenez un protocole tel que Mofo, Aave ou Uniswap, vous pouvez voir toute cette chaîne où se trouvent vos actifs. Vous pouvez vérifier et n'importe qui dans le monde peut vérifier ces assets. Et je pense que c'est très puissant, très utile. Je pense que c'est l'un des éléments qui permet de décentraliser les finances, que c'est une bonne chose. Parce que voilà, pour la première fois, il y a un système qui est vraiment ouvert. C'est ce pourquoi nous luttons. Et ainsi, les utilisateurs peuvent déplacer une partie de leur argent vers des protocoles décentralisés. C'est puissant, oui, mais c'est aussi plus risqué, puisque du coup, tout le monde peut voir. Oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit. Peut-être que ce sera encore ouvert à débat, mais oui, je pense que c'est bien aussi que ce soit plus transparent, ça pousse à l'innovation. Vous encouragez aussi la confiance, mais aussi vous attirez les pirates, les hackers qui peuvent voir ces déplacements, ces protocoles et qui pourraient essayer de profiter des failles. Ça reste un sujet assez brûlant pour nous. Et j'essaye de renforcer mes protocoles pour qu'ils soient le plus sûrs possible à l'aide d'audits, à l'aide de tests, etc. Donc peut-être qu'on pourra développer à ce sujet un peu plus tard.
Fabien, vous refusez de travailler avec FTX, c'est vrai? Oui, en fait, dans Vivendi, on fait toujours une vérification, une due diligence avec nos autres partenaires. Le problème, c'est que tout le monde, n'importe qui, tout le monde veut se connecter avec ses payeurs, avec ses créanciers, y compris en Vivendi. Nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes sur le marché et ce depuis longtemps. Et le problème, c'est que pour nous, la due diligence, la vérification, elle est vraiment très importante. On ne veut pas travailler avec des personnes qui n'en font pas. Mais le problème, c'est que dès qu'on en parle dans les institutions, on parle toujours de stratégie, d'économie, d'entreprise, et tout le monde oublie les risques, les cyber-risques. Et ça fait partie de la due diligence qu'il faut mettre en place quand on gère un projet. Il y a quelques années, alors oui, ça remonte peut-être au Moyen-Âge pour vous, mais voilà, on avait lancé cette due diligence et expliqué pourquoi il faut passer par là. Mais pour FTX, oui, c'était quand même intéressant parce que c'était encore un peu inconnu et c'était vraiment terrifiant. Aujourd'hui, dans la presse, tout le monde se dit « mais ça, on ne savait pas ». C'est vrai, mais pas entièrement, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui le savaient. Donc il faut pouvoir la possibilité de sonner la tirette d'alarme et de dire voilà, il y a un problème, il faut pouvoir le signaler. Mais ça permet de mieux échanger avec les acteurs privés. Et ça apporte plus de puissance en termes de développement, notamment pour ceux qui travaillent pour les clients et pas seulement pour les produits. Nous avons déjà des acteurs qui sont actifs sur le Web3, donc qui capitalisent sur les renseignements, sur l'intelligence que nous avons sur ces projets, mais aussi pour pouvoir signaler quand il y a des acteurs qui, eux, ne respectent pas et ne sont pas conformes au protocole qu'on voudrait respecter. Oui, donc vous avez parlé de la due diligence. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de tous les processus, de voir tout ce que les entreprises devraient pouvoir respecter pour pouvoir être actifs sur Web3. Est-ce que Sébastien, vous pourriez un petit peu élaborer à ce sujet sur les différents processus et pour voir comment on pourrait mettre cette solution en place de manière sécurisée? Oui, tout à fait. En général, ça commence avec les premières étapes, donc comprendre le secteur d'activité dans lequel on se trouve. Je pense que c'est vraiment le point de départ. Ensuite, en général, vous êtes en contact avec les équipes. Comme l'a dit Dominique, dans ce secteur, nous sommes assez réglementés, donc il faut toujours un petit peu comprendre le contexte, comprendre les grandes réglementations qui sont appliquées au projet. L'intégrité, bien sûr, ça reste un point majeur. Autre point aussi, d'un point de vue technologique, les outils même qui sont utilisés dans le projet pour pouvoir le créer, pour pouvoir le concevoir, il faut bien sûr des connaissances techniques. La transparence, j'y reviens. Et bien sûr, il ne faut pas négliger les contributions techniques, TechLab, etc. Les contributions de ces parties prenantes pour pouvoir concevoir et créer ce projet, ça reste un élément important. Il y a aussi les lieux des activités, les régions géographiques, parce que ça reste un sujet bien sûr important pour nous. Vous savez que bien sûr, la crypto, elle est présente à travers le monde entier, mais il y a des régions qui sont un petit peu plus sévères en termes de juridiction. D'autres le sont beaucoup moins ou même sont blacklistés par la FATF ou d'autres organisations. La Commission européenne a toute une liste. Pour nous, il est vraiment essentiel de comprendre quelles pourraient être les répercussions en agissant dans telle ou telle juridiction, dans tel ou tel secteur d'activité.
Pour vous donner un exemple un peu plus concret, il pourrait y avoir des risques de corruption, il pourrait y avoir des risques de blanchiment d'argent, de financement d'activités illicites. Nous sommes dans une crise internationale, vous le savez. Et je pense qu'il est encore une fois important que chacun joue sa part. Et donc la diligence raisonnable est vraiment primordiale, avec aussi un contrôle des communautés où chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. C'est le meilleur moyen de s'assurer que, selon les parties prenantes, on puisse s'assurer qu'il soit de confiance. Voilà à peu près notre travail. Là, je rejoins ce que disait Sébastien et puis ce que disait aussi Fabien sur la nécessité d'avoir une vision très précise en amont sur la cible que l'on va aborder. Notamment, comment dire, quoique je sois très impliqué dans les affaires contentieuses, je vois des associés au cabinet qui sont impliqués, eux, dans le M&A. Et dans le M&A, ce que tu disais, ils sont amenés à regarder cet aspect-là des sociétés, alors que avant, ça leur passait complètement au-dessus de la tête, mais en même temps, c'est un nouvel actif dans la cible à laquelle on va s'intéresser. Et donc là, ça développe, j'allais dire, de nouveaux savoirs. Ça force aussi ces avocats à être en liaison avec des techniciens, des sachants. Et j'allais dire ça l'intérêt du Web 3, ou en tout cas ce que ça développe des interactions. Ça développe des interactions nouvelles, mais comme ensuite on va le voir dans le monde judiciaire, où on va avoir des interactions nouvelles entre les pouvoirs publics et des acteurs privés pour participer de concert à des enquêtes. Donc voilà. And Mark, what a bit are the best? Et donc, de votre côté, Marc, quelles sont les bonnes pratiques dans votre travail, parce que vous œuvrez aux côtés d'un grand nombre de partenaires? En ce qui concerne les meilleures pratiques, les bonnes pratiques, je suis d'accord avec Sébastien. Sébastien mentionnait le processus de la diligence raisonnable, en particulier en matière de blockchain et de contre-mesures techniques. Si vous avez un contrat, les smart contracts, comme on les appelle, les contrats intelligents, vous savez que par exemple le Bitcoin fonctionne avec le Proof of Work, donc c'est un système qui consomme énormément d'énergie, donc peut-être pourrons-nous mettre en place un système qui soit plus respectueux de l'environnement, des algorithmes plus efficaces pour calculer les différents blocs de cette chaîne. Ce qui nous manque peut-être dans cette discussion, je trouve, parce que j'ai discuté longtemps avec les services de l'ordre tels qu'Interpol, et ce qu'on a pu observer ces dernières années, c'est des changements en matière de risque. Au début, on parlait toujours des crypto-monnaies utilisées par les criminels, les cybercriminels. C'était vrai, oui, ils se développaient. Ils utilisent évidemment les différentes monnaies confidentielles, certaines technologies, donc oui, c'est vrai. Mais il y a autre chose qu'on a pu observer. Ces dernières années, les crypto-monnaies ont été utilisées dans tous les types de crimes. Donc, par exemple, lorsqu'il y a eu des mandats d'arrêt, plutôt de perquisition pour des recherches de drogue, de commerce de drogue, on s'est rendu compte qu'on ne trouvait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent sur place. Et en fait, il n'y a plus de cash maintenant. C'est des crypto-monnaies, et donc cela permet de sensibiliser également sur ce travail. C'est un travail qui a pris beaucoup de temps d'ailleurs. Il a fallu éduquer, sensibiliser et expliquer. Et donc il y a de réels risques, on les connaît, il faut savoir ce qu'on peut faire au sujet de ces risques. Et je pense que ce que vous avez mentionné, ce sont de bonnes pratiques pour les éviter. Mais bien sûr, on doit continuer à surveiller ce qui ne fonctionnerait pas bien. Et par exemple, la semaine dernière, j'étais à Bruxelles avec des enquêteurs en finance, en gouvernance du financement, et ils nous ont dit on ne pourrait pas arrêter enfin le Bitcoin. Alors là, j'ai répondu, vous n'avez pas vraiment compris de quoi on parle là. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Et donc, que faites-vous de votre côté pour garder votre portefeuille sûr et pourriez peut-être vous nous expliquer combien vous dépensez pour cette sécurité? Beaucoup. Beaucoup, c'est ma réponse. Bon, c'est une blague, mais je vais peut-être vous décrire ce qu'on fait au sein de notre laboratoire en matière de sécurité. Donc, chez Morpholab, nous sommes
connecté à un autre protocole. Et donc, ce protocole doit être observé. On doit vérifier l'intelligence raisonnable et s'assurer qu'il n'y a aucune vulnérabilité, vérifier les questions de gouvernance également, savoir comment le protocole est géré, comment il est vérifié et qui possède des droits. Des accès pour changer certains paramètres. Ainsi, c'est le type de point que nous évaluons. Et ensuite, après le développement du protocole, on applique la même chose que pour le Web 2.0. C'est-à-dire qu'on effectue des vérifications, des audits internes. Et après ces audits internes, nous passons à des audits externes. On en a effectué énormément, plus de 15 d'ailleurs sur notre site. Et ensuite, vous pouvez utiliser également les compétitions pour trouver que des personnes essayent de trouver les vulnérabilités de votre système avec les récompenses. Voilà. Et donc, si ce système est déployé, si vous déployez quelque chose de nouveau, il faut vérifier qu'il n'y a aucune transaction frauduleuse, aucune menace. Et il vous faut un système de détection de ces menaces également. C'est quelque chose que nous mettons en place. Mais tout ceci coûte beaucoup d'argent, et ce pour différentes raisons. Tout d'abord, il n'y a pas beaucoup de personnes qui possèdent les compétences nécessaires. Je parle d'auditeurs, je parle de pirateurs, d'hackers, qui comprennent vraiment le système de la blockchain. Donc, cela, finalement, n'attire que peu de hackers. Donc, il y a vraiment très peu de personnes qui sont assez bons pour trouver les failles de notre système ou qui soient capables d'effectuer un réel audit. Donc, il y a une énorme demande et une offre très limitée, donc le coût est très élevé, évidemment. Donc, on est souvent à 100 à 200 000 euros pour un audit. Et vous savez qu'un seul audit, c'est jamais assez. Afin de couvrir toutes les possibilités, donc il faut en faire plusieurs. Donc les coûts peuvent vraiment croître très rapidement et évidemment il faut soulever les fonds nécessaires. Donc j'ai lancé un projet Web 3 et donc au début ça coûte très cher. Il faut soulever les fonds nécessaires, lever les fonds nécessaires, pardon, ou alors travailler peut-être avec des personnes moins compétentes ou moins connues dans le domaine de l'audit. C'est peut-être votre seule option si vous n'avez pas les fonds nécessaires. Et c'est là que finalement on peut se retrouver avec un piratage s'il n'y a pas assez d'audits effectués. C'est assez dérangeant comme situation. Si nous voyons beaucoup de piratage dans le Web 3, et bien finalement, comme vous l'avez dit, c'est un code qui est libre d'usage, qui est open source, donc il est moins sécurisé qu'un code fermé. Je vois Marc qui n'est pas d'accord. En théorie, en tout cas, c'est le cas. Je ne sais plus ce que je voulais dire, désolé. Il n'y a pas de souci. Bon, je comprends plus ou moins ce que vous voulez dire. Et je peux peut-être poser une question à Fabien. Non, je vais continuer. Nous nous battons pour l'open source. Donc on ne peut pas commencer à dire, voilà, maintenant on veut refermer l'accès à notre code. Ce n'est pas possible. C'est la seule option. Et donc on doit s'assurer que tout est parfait. Et cela demande beaucoup d'efforts. C'est très difficile. Et donc ce qu'on espère, c'est que nous aurons de plus en plus d'hackers disponibles, des hackers qui sont là pour nous aider, évidemment, qui seront là pour apprendre ce qu'est la blockchain, quelles sont les failles de sécurité, les principaux risques, comment les exploiter, et donc voir comment ils peuvent utiliser ces smart contracts. Et donc, on va essayer de développer de nouveaux instruments pour essayer de travailler avec une entreprise d'audit ou
ou mettre en place peut-être des concours ou des récompenses pour essayer de trouver des failles dans notre système. C'est ce qu'on espère voir apparaître dans les années à venir pour qu'on ait un code qui s'améliore, qui soit plus sûr, et pour éviter évidemment à nos utilisateurs de se voir pirater. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et Fabien, chez Vivendi, possédez-vous des experts dans votre équipe peut-être qui se consacrent à cet audit des projets? Déjà dans le Web 2, et puis j'ai envie de dire sur n'importe quel projet, ce qui était dit tout à l'heure est très juste. Nous avons besoin, qu'il s'agisse d'investir, de travailler avec en termes de partenariat ou tout simplement d'utiliser des solutions, oui, on va auditer les solutions. C'est quelque chose qui est évident et naturel dans l'économie traditionnelle, mais qui bizarrement ne semble pas l'être toujours lorsqu'il s'agit du Web 3. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est que dans le Web 3, on devrait utiliser les mêmes méthodes que dans le Web 2. Le Web 3, c'est plutôt une opportunité en termes de sécurité, une opportunité en termes de valorisation des propriétés, une opportunité en termes même de responsabilisation sur les contenus. Je ne peux pas imaginer demain que des entreprises qui créent des contenus, des producteurs de contenus, des médias, se passent du Web 3. Demain, je suis sûr que les Échos aura sa système de sécurisation, pas seulement vis-à-vis de ses paiements, mais de ses images ou de ses vidéos. Et ben de la même manière, le Web 3 est une opportunité pour résoudre des problèmes. Moi, je ne suis pas un vendeur de Web 3, juste on a un certain nombre de problèmes que le Web 3 peut régler. Par contre, on ne part pas avec n'importe quelle solution. Et si je devais passer qu'un seul message sur ce sujet, je dirais faut faire ses propres due diligence. Do your own due diligence. Assez sous due diligence. Donc, la diligence raisonnable, je le répète. Donc, si on fait les choses bien, mais il y a quand même quelque chose qui se déroule, une faille, une brèche, un piratage. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites, Sébastien? Bon réflexe. Sur le point, effectivement, donc, en fait, déjà, il y a un enjeu de rapidité. Il faut aller extrêmement vite. Déjà, il y a des obligations déclaratives. Sur ça, je laisserai Dominique en parler. Nous, en fait, ce qu'on voit tout de suite, c'est que, donc réactivité, l'enjeu, c'est de comprendre le phénomène, c'est de comprendre ce qui s'est passé, c'est aussi de le cartographier. L'idée, c'est de comprendre, grosso modo, qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce qui est arrivé, où c'est allé, pour ensuite très vite réagir avec les enquêteurs, pour geler, par exemple, les fonds. Et donc là, il y a un enjeu donc, par la cartographie, en fait, on vient identifier les portes d'entrée ou de sortie. Et l'idée, c'est de tout de suite pouvoir fermer les portes. Et là, il y a un enjeu effectivement de law enforcement. En fait, à deux niveaux. Il est à la fois sur le privé, puisqu'il y a par exemple des plateformes d'exchange centralisées qui ont aussi cette mission quelque part, puisqu'elles sont régulées aussi en France, pour certaines d'entre elles, l'obligation d'apporter son concours aux enquêtes pénales, etc. Et donc ça, c'est un premier point. Et donc, par exemple, nous, régulièrement, on identifie des points d'entrée, des points de sortie, on les partage avec les personnes compétentes et on est en capacité d'agir assez rapidement. Ensuite, il y a l'enquête, puisqu'évidemment, il y a des responsabilités pénales, civiles à aller chercher. Et là, effectivement, ce travail est aussi à faire. Et là aussi, il faut des coopérations, on va dire, extrêmement efficaces avec donc le public et privé. Il y a des communautés aussi aux INT qui existent. Il faut les utiliser dans ces circonstances-là. Ça, c'est aussi le rôle qu'on se donne, c'est quelque part de pouvoir fédérer aussi ces communautés-là, de pouvoir les déployer quand il y a des événements assez importants, pour justement, après, pouvoir appréhender le problème et le régler. Dominique, peut-être. Je rejoins ce que disait Sébastien sur la nécessité d'être très très rapide. Ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. D'ailleurs, la loi déjà impose à une victime de se signaler auprès de la CNIL, je crois, dans les 72 heures. Et aussi victime soit-elle, elle ne le ferait pas qu'on lui mettrait une amende parce qu'elle traîne les pieds. Donc,
Tout le monde a ça à l'esprit, mais encore faut-il le mettre en œuvre. Alors ça suppose, pour que ce soit bien mis en œuvre, d'être équipé. Alors d'être équipé de sociétés privées, là, comme les vôtres, comme celle de Sébastien. Ça suppose aussi, je pense, et sans faire de la publicité au cabinet d'avocats, mais d'avoir un bon avocat qui comprend bien la mécanique et, j'allais dire, le tremblement de terre que cela produit, la façon dont on survit à ce tremblement de terre, c'est-à-dire en étant très réactif techniquement, mais en même temps auprès de l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire, comment dire, elle n'est pas si mal fichue que ça en France. La boîte à outils, elle est pleine, elle est complète. Tous les délits nécessaires sont posés dans le code pénal, c'est vraiment dans le code pénal. Tous les instruments de procédure pénale adaptés notamment aux saisies et puis après les confiscations, tout ça existe, j'allais dire c'est huilé. Il y a en France, et on a cette chance, il y a quand même une prise de conscience forte parce que la France est un grand atelier du Web 3 avec une volonté politique de l'accueillir et surtout de le réguler. C'est-à-dire que ces acteurs sont régulés, sont tenus à toute une réglementation qui les oblige à faire de plus en plus de compliance sur leurs clients. Et donc, tous ces acteurs, ils sont en communication avec une autorité pénale qui se spécialise. En France, on a une section au parquet à Paris qui est une compétence nationale pour les gros dossiers. Et puis quand on est par exemple à Marseille et que c'est un gros dossier, on va voir son procureur et le procureur il appelle tout de suite à Paris une madame Brousse qui tient la section. Ils sont pour l'instant 3 procureurs, ils pensent qu'ils n'ont pas assez de moyens, ils ont bien raison, mais à force de FTX, etc. et de sinistres et puis de développement du Web 3, eh bien il y aura de plus en plus de procureurs pour la bonne et simple raison qu'à un certain moment il y avait beaucoup de procureurs qui s'occupaient des fourgons blindés qu'on dévalisait. Maintenant on en dévalise moins, il y a moins de procureurs au fourgon blindé, il va y en avoir de plus en plus sur le Web 3. Pareil pour la police, avec des sections, l'ancienne BEFTI, qui, voilà, il y a des gens mais absolument brillants. Et ce qui est intéressant dans ce nouvel univers judiciaire, c'est qu'on a des policiers, des procureurs qui vont accepter de coopérer avec le privé. Et ça, c'est un peu une nouveauté, parce qu'en général, l'autorité judiciaire, elle sait tout faire toute seule. Et là, en termes probatoires, il va y avoir une problématique de collecte de preuves, d'où ça vient, où c'est allé, qui l'a fait. Et parfois, l'autorité publique, là, elle est démunie, et elle est bien heureuse de trouver un Sébastien, de trouver tous nos amis qui sont, j'allais dire, absolument géniaux, mais qui ne travaillent pas à la police, et là, pof, c'est la rencontre. Et cette rencontre, eh bien, j'allais dire, pour une fois aussi en France, on a des procureurs et des forces de l'ordre qui sont heureux de travailler avec le privé, même si évidemment ça pose une problématique, alors ensuite de souveraineté, d'État, etc. Mais en tout cas, d'un strict point de vue pratique et pragmatique, tout le monde se serre la main pour y aller. Donc c'est nouveau, ça marche pas aussi bien qu'on aimerait, mais rien n'est parfait et en tout cas c'est toujours en voie d'amélioration. Donc moi je vois ça d'un œil plutôt heureux et plutôt optimiste. Marc, is it the same thing that happens in Marc, est-ce que c'est la même chose qui se déroule aux Pays-Bas? Avez-vous une approche très transparente? Devez-vous effectuer un rapport très rapidement? Oui, je pense que la clé vraiment, c'est la transparence. C'est pourquoi je rigolais sur cette question de l'open source. La transparence de votre code, le fait qu'il puisse être révisé, pour moi, est la meilleure façon d'avoir un code de qualité. Mais il s'agit également de transparence dans la communication. Donc, par exemple, aux Pays-Bas, nous avons connu un grand piratage sur une entreprise qui menait des enquêtes au nom du gouvernement. Donc, ils possédaient les données de toutes les entreprises, des citoyens, et ces bases de données ont été volées. Et on ne sait pas où elles se trouvent. Elles ont été confisquées. Donc, l'entreprise a dû fermer ses portes et nous a contactés directement. Et personne ne sait ce qui se passe. Ça, c'est la mauvaise approche, je vous le dis clairement. Tout le monde a été impliqué là-dedans, donc on leur a dit, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut être transparent. Parce que, comme vous l'avez expliqué, vous devez connaître vos mesures, bien sûr.
Je sais qu'on ne peut jamais atteindre 100% de sécurité, donc vous devez expliquer. Voilà, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui n'a pas fonctionné, et ensemble, on va trouver une solution. Et donc, on doit être transparent, c'est ce que je disais. Alors, évidemment, il y a des raisons juridiques de ne rien dire. Par exemple, cette entreprise était canadienne, donc ils avaient la possibilité de ne rien dire, mais la transparence, c'est vraiment comme la seule manière d'avancer. Par ailleurs, aux Pays-Bas, vous devez contacter les autorités de la confidentialité. Dans les 24 ou 48 heures, je ne sais plus exactement quelle est la loi, mais vous devez parler de toute faille de données dans les 24 heures. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il faut agir rapidement et de manière efficace. Merlin, avez-vous déjà connu un piratage ou autre? Non. Heureusement, non. Mais je pense que nous sommes préparés à ce type de choses. Évidemment, on ne peut jamais être 100% prêt. Comme je vous l'ai dit, on a des systèmes de surveillance. Nous avons également de bons partenaires. Nous travaillons avec des entreprises très connues. Donc, après une faille, on essaye de trouver la personne qui a utilisé cette faille. Et ensuite, on essaye de contacter les autorités adéquates. De notre côté, c'est assez complexe. C'est difficile d'avoir de bons contacts dans tous les pays, dans toutes les juridictions, parce que nous ne savons pas où se trouve le hacker. C'est la difficulté. Donc, utiliser une entreprise privée, c'est très utile. Mais c'est jamais suffisant. Nous essayons de faire de notre mieux. Et évidemment, c'est une cause, c'est un combat qu'on peut se permettre, nous, mais je sais que ce n'est pas possible pour toutes les entreprises d'un point de vue financier. Voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter. Sébastien, are there enough, experts? Sébastien, est-ce qu'il y a suffisamment d'experts en Web3 pour pouvoir intervenir, notamment d'un point de vue juridique et des forces? Alors, en fait, je commencerai par rappeler aussi que la blockchain, on va dire, dans la longue vie humaine, finalement, c'est une invention, c'est quelque chose de récent. Finalement, ça a 15 ans à tout casser. Et donc, on est au début du process. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je pense, il y a une prise de conscience du besoin. Donc, en fait, je dirais, il y a un appel d'air. Il y a quelques experts, mais je dirais les experts sont très vite, on va dire, limités en nombre par rapport au volume. Et donc là, il y a un enjeu effectivement de formation. Je pense aussi que nous-mêmes, moi je cartographie les formations existantes. Par exemple, sur les formations et l'expertise dont on a besoin dans nos métiers, il n'y a pas encore de formation existante. Moi, je pense que ça, c'est le vrai besoin. Et finalement, l'ensemble des... Donc là, il y aura le public qui aura besoin d'experts, le privé qui aura besoin d'experts, et à chaque fois avec un petit peu des approches différentes. Le public, ça va être plutôt d'avoir une cartographie générale, de détecter éventuellement les poches de liquidité qui sont, par exemple, qui servent de financement d'activités criminelles, d'organisations terroristes, ou qui font, par exemple, du contournement par exemple, tout ce qui est de la prolifération nucléaire, et en fait, il y a aussi des circuits de financement. Et donc, tout ça, il le détecte. Et ensuite, après, sur le côté privé, il y a un enjeu aussi de screening, donc continuellement. Et après, quand nous, par exemple, on remonte des informations au niveau privé, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui puisse le traiter, exploiter. Et ça, c'est vraiment, aujourd'hui, je dirais, peut-être qu'on va bientôt atteindre la saturation et que peut-être qu'il faut justement développer les filières. Et peut-être aussi un mot, parce qu'on touche aussi un peu des doigts les sujets de coopération internationale, et t'en parlais Merlin. Moi, je pense que ça, c'est effectivement le gros sujet, puisqu'en fait, on a des juridictions qui, certaines ont un cadre plus mature, d'autres qui l'ont un petit peu moins. Et par exemple, c'est à gérer, on est en France ou on est en Allemagne, on est aux Pays-Bas, aucun problème. On va dans d'autres juridictions plus offshore, et il ne faut pas se mentir, il y a quand même beaucoup de projets qui sont offshore. Là, comment on réagirait? Est-ce qu'on trouverait le même écho? Ils font des efforts.
il y a des lois, etc., qui sont en train d'être prises, notamment, comme en France, il faut être régulé en tant que VISP local, mais l'enjeu, il sera sur le law enforcement, sur l'application, finalement, de ce qui est écrit sur le papier. Très bien. Déjà, pour rebondir sur ce que disait Dominique, je pense que vraiment, il faut savoir, et en France, on n'est pas bon avec ça, il faut savoir faire un cocorico. La France, aujourd'hui, est leader sur le Web3. J'étais à Austin, au Texas, il y a quelques semaines, j'étais en Inde quelques semaines encore auparavant. Quand il s'agit du Web3, on ne parle que de la France. Et d'ailleurs, conséquence, les plus grands géants de l'écosystème choisissent la France. Conséquence de la conséquence, c'est clair qu'on manque de talent, de personnes formées. Et aujourd'hui, lorsque Binance lance 500 postes, ils n'arrivent pas à recruter 500 personnes. Il n'y a pas 500 talents sur l'écosystème. Du coup, les talents, ils sont très chers. Ils vont pouvoir choisir leur projet. Et le corollaire, c'est que malheureusement, là où il y aurait peut-être le plus besoin, notamment dans les institutions publiques, c'est plus difficile. C'est pas que ça n'arrive pas, c'est que c'est plus long, parce qu'il faut qu'ils se forment. Ça met un peu plus de temps et du coup, forcément, il y a une phase de creux que nous sommes en train petit à petit de voir tout doucement, mais sûrement se remplir. Aujourd'hui, vraiment, l'éducation, c'est la priorité parce que nous manquons de personnes, pas seulement des ingénieurs, à la limite des développeurs, on arrive à les former assez rapidement, mais plutôt dans le conseil strat, même dans la communication sur des projets pour savoir de quoi on parle, pour faire des due diligence, comme on l'évoquait, ou même pour de l'accompagnement de projets business. Aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver des gens qui sont capables de faire de la modélisation de tokens ou travailler dans la compliance que de trouver des ingénieurs sur ces sujets-là, qui sont pour autant déjà difficiles. En tout cas, la France a ce temps d'avance qui nous permet d'être un petit peu précurseurs et de comprendre où sont les priorités, de comprendre où sont les différents sujets. En tout cas, fort de cette expérience, nous avons, j'ai envie de dire, 2 choses à tirer. Nous devons être le moteur pour les autres pays. C'est facile à dire, être moteur pour les autres pays, mais n'empêche que, moi je le vois chez Vivendi, le fait d'avoir un siège en France et d'avoir une régulation très favorable nous permet, dans les différents pays où nous avons des entités, d'être moteur. Et oui, fort de l'expérience que nous avons à Paris, nous pouvons être moteur. Puis la deuxième chose, c'est nous devons, et ça c'est plus dur encore une fois en France, nous devons prendre des risques. Prendre des risques pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on apprend finalement. Alors prendre des risques, ça ne veut pas dire prendre des risques n'importe comment, évidemment. Il faut savoir les mesurer. Mais néanmoins, un certain nombre de risques qu'il faut savoir prendre. Parce que les cadres juridiques sont sans doute les plus développés en France, dans le monde entier, mais ils ne sont pas encore parfaits, notamment sur les NFT, notamment sur les cryptos et de manière plus globale sur toutes les innovations qui vont bientôt s'entremêler avec l'IA générative que j'évoquais tout à l'heure. Tout ça pour dire que oui, il faut prendre des risques, mais se faire accompagner. Et là encore, je rejoins ce que disait Dominique, on a besoin de se faire accompagner lorsqu'on est une entreprise parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul, parce qu'on n'a pas les expertises, on n'a pas la capacité de recruter suffisamment de talents puisque de toute manière, ils ne sont pas sur le marché. Donc il faut aller chercher les meilleurs. Puis les meilleurs, je crois qu'ils sont autour de moi. Marc, do you agree with Fabien? Marc, est-ce que vous êtes d'accord en disant que la France est le leader pour le Web3 ? Honestly, Honnêtement, oui, je ne connais pas vraiment tous les tenants et les aboutissants du Web3 en France, mais oui, dans l'ensemble, je suis tout à fait d'accord. Mais oui, pour la discussion autour des talents, on a eu la même discussion aux Pays-Bas. On a du mal à trouver les bonnes personnes, les bons experts. Mon entreprise travaille étroitement avec les universités. On permet aussi de pouvoir recruter rapidement des personnes qui travaillent pendant 1 an avec vous pour pouvoir trouver les meilleurs éléments et leur offrir ces opportunités. Mais voilà, je suis toujours étonnée de voir que d'autres entreprises ne suivent pas forcément cette stratégie parce que ces partenariats avec les entreprises sont assez limités. En Pays-Bas, il n'y en a pas assez, en tout cas du point de vue des entreprises. Et je pense que les universités restent la meilleure source de talent. C'est là qu'on trouve les jeunes les plus talentueux. Donc, si vous avez besoin de recruter, vous devez avoir de bons partenariats. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui nous manque encore aujourd'hui? Fabien a parlé des talents.
Dominique, de votre point de vue, peut-être, vous avez quelque chose à ajouter? L'impression qu'on est, enfin, c'est pas une impression, je crois que c'est même une certitude. On est dans un univers qui est en cours de construction. On monte les marches. J'allais dire qu'on est avec un bel escalier français pour rejoindre ce cocorico là d'il y a quelques instants. On est aussi avec, en tout cas, un monde judiciaire que j'essaie de représenter là, qui est ouvert et qui cherche à comprendre, qui n'a pas peur et qui, j'allais dire, ouvre les bras. Et de ce point de vue-là, je pense que, et encore pour rebondir sur ce que tu disais là tout à l'heure, il est très important que tout le monde collabore et que les entreprises, j'allais dire, qui sont des acteurs naturels de l'environnement du Web3, eh bien, n'aient pas peur justement d'aller fréquenter ceux qui savent sous-traiter, chercher du jus de crâne, de manière à aborder les marches suivantes avec intelligence et succès. For you, Sébastien. Moi, je dirais que l'enjeu, donc on a beaucoup de très bonnes bases en France et en Europe. Je pense que l'enjeu, il est encore dans la structuration en fait de tous les acteurs aussi de la sécurité dans le Web 3. Pour nous, c'est un gros sujet de travail et on est aussi moteur pour la création d'une ligue pour la sécurité dans le Web 3 et pour fédérer les parties prenantes et aussi de pouvoir commencer à déployer, donc outre la constitution d'un réseau qui s'entraide, qui partage des expériences, des best practices, c'est aussi d'un peu apporter des standards en matière opérationnelle et par exemple, quand tout à l'heure on parlait de si demain il y a un hack sur X ou autre protocole ou toute autre plateforme, l'idée c'est de pouvoir avoir les bons process en place et d'avoir je dirais des grilles de lecture applicables. Et ça aussi, c'est un point important. Je pense qu'on est encore, comme tu le disais aussi Fabien, on est au tout début. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Bon, si quelque part on peut sécuriser le fait de prendre des risques avec le fait d'avoir des grilles de lecture opérationnelles assez concrètes, bon, je dirais on s'en sortirait plutôt bien. Donc voilà ce sur quoi je pense, nous en tout cas, à notre niveau, nous notre métier c'est de faire de la gestion des risques. Ça, on voit que c'est un travail assez énorme. Et voilà, donc par ailleurs, tout le monde évidemment est libre d'y apporter sa contribution. On our side, so I fully agree with Pour ma part, je serais tout à fait d'accord avec cette mention du manque de talent. Je pense qu'en effet, il est très difficile de trouver les bons profils. Et ce n'est pas parce que vous êtes actif dans l'écosystème du web que vous êtes au courant des derniers langages informatiques qui ont été créés, par exemple Qt, dans tout l'environnement de la blockchain, parce qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser, à apprendre. C'est toujours continu ce processus. Tous les jours, il y a de nouvelles choses à apprendre en termes de sécurité. Autre élément qui est un petit peu plus général par rapport à l'Europe, c'est que si vous avez besoin de fonds, de lever des fonds, c'est très difficile en Europe par rapport aux États-Unis, par exemple. Là-bas, ils ont un petit peu plus de connaissances dans ce domaine d'activité, donc ils comprennent mieux qu'est-ce qui est un bon projet et qu'est-ce qui est un projet un petit peu plus risqué. Donc c'est une force pour eux. Ils ont aussi plus de capital, ils sont aussi plus en mesure de pouvoir mettre de l'argent sur la table pour aider les startups, pour aider les entreprises. Et les entreprises européennes, elles, devoir pouvoir lever des fonds par leurs propres moyens, ce n'est pas toujours aussi facile. C'est pas facile de mobiliser un fonds assez élevé. C'est bien plus complexe. Cela peut être un obstacle à la croissance. En tout cas, la ralentir. Ça peut être plus difficile de démarrer en Europe qu'aux États-Unis, par exemple. Je pense que ce serait bien de pouvoir comprendre qu'il faut prendre plus que de risques et d'être en mesure de pouvoir le faire. Parce que c'est les risques qui nous permettent d'apprendre. Vous avez pu lever vos fonds, vous? Oui. Oui, on a levé 18 millions pour Andrés Valiant et
Andres Nord et Valiant. C'était nos 2 meilleurs fonds de crypto dans cet écosystème et on en était très fiers. Et c'est très utile parce que ça a été assez révélateur pour nous. Ça nous a montré qu'on pouvait faire appel à des ingénieurs. On a pu faire appel à du personnel de ces entreprises qui ont pu collaborer avec nous et qui étaient un peu plus enrôlés dans ce type de recherche. Ça nous a été très bénéfique. On a pu aussi accéder au réseau qui est beaucoup plus large aux États-Unis. Donc, ça a été plus facile pour nous de percer sur ce marché. Et ce, malgré le fait que nous étions une entreprise française. Donc, ça a été un véritable atout pour nous. And just to finish this roundtable, Sébastien. Donc, Sébastien, vous avez mentionné cette ligue. C'est déjà lancé ou pas? Et qui peut y participer? Et donc, quiconque est intéressé d'apporter sa contribution est évidemment le bienvenu. Et quel est le rôle? Donc déjà, c'est une association loi 1901 qu'on souhaite créer. Et l'idée, c'est de justement structurer ce réseau, c'est de permettre le partage d'expériences, de bâtir des process qui peuvent vraiment intéresser les opérationnels, et puis aussi, je dirais, de faire preuve de pédagogie sur ça. Est-ce que ça répondra à la problématique des talents? Peut-être pas uniquement à notre échelle, mais en tout cas, ça pourra contribuer peut-être à aussi... Par exemple, hier, on avait des discussions avec des équipes, etc. cyber. On voit que dans le cyber classique, il y a de l'intérêt pour aussi s'emparer des sujets Web3. Donc si le fait de pouvoir dire voilà les bonnes pratiques en situation de hack, peut-être que ça aiderait aussi à créer des passerelles. En tout cas, je pense que le pari mérite d'être tenté. Okay, so thank you very much for your testimonies. Merci beaucoup de vos témoignages. Et je pense que nous pouvons passer à la phase de questions-réponses. Je vous propose de lever la main et on vous amènera le micro. OK, English. OK. Je vais poser ma question en anglais. Je travaille pour une entreprise blockchain et je travaillais pour la police par le passé en France pendant 14 ans. Donc quand vous parlez de ce manque de talent, je suis tout à fait d'accord. J'ai été engagé par le secteur privé parce que j'étais peut-être le seul du marché public disponible. C'est très difficile de trouver de bons talents en matière de crypto-monnaie. Et dans mon secteur, c'est d'autant plus difficile puisque nous ne sommes que très peu nombreux en tant qu'enquêteurs. Soyons honnêtes, je me suis rendu à Europol plusieurs fois et ils me disent que c'est la même chose partout, que nous sommes très peu nombreux. Mais c'est une nouvelle industrie, donc c'est un défi réel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez tous mentionné. C'est très intéressant d'entendre un tel débat. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire, comme vous l'avez bien compris. Pourquoi ai-je rejoint le secteur privé venant de la police? Eh bien, c'est parce que j'étais limité dans mon emploi. Je voulais en apprendre plus. Et comme vous l'avez mentionné, il est très difficile de trouver les connaissances dans ce domaine. Aujourd'hui, elle se concentre dans le marché privé. Donc, c'est pourquoi j'ai changé. Je suis passé au marché privé et j'en suis très heureux d'ailleurs. Nous sommes une centaine d'enquêteurs et j'étais le seul en France dans mon unité. Donc, c'est évidemment très positif d'un point de vue connaissance. Alors, c'était juste pour vous donner un commentaire parce que je pense que je connais le sujet.
Voilà. Peut-être que vous voulez dire quelque chose. Oui, évidemment. Les personnes qui connaissent vraiment l'enquête en matière de crypto se retrouvent toujours dans le domaine privé. Mais c'est pas toujours négatif, c'est quelque chose qui arrive. Par contre, la police doit apprendre à recruter des experts numériques et comment les traiter. Parce qu'ils sont vus comme des personnes avec toutes leurs caractéristiques, mais ils ne sont pas assez payés par rapport à ce qu'on peut trouver dans le secteur privé. Donc il faut s'adapter. S'ils ne s'adaptent pas, ils n'auront pas accès à ces talents. Quand on parle de compétences et d'expertise, le défi pour la justice est réel. Ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas l'envie de payer des salaires concurrentiels avec ceux du secteur privé. Par ailleurs, en France, ça ne semble pas normal de travailler pour le secteur privé quand vous venez des forces de police. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je faisais partie d'une équipe de piratage, l'équipe de la police nationale, et on avait beaucoup de solutions privées pour certaines choses. Donc ça me semble normal de travailler avec Chainalysis, par exemple, pour effectuer nos analyses ou travailler avec une autre entreprise pour des enquêtes. Donc par exemple, nous, on travaillait dans mon unité sur une certaine type d'attaque où on peut par exemple emprunter 44 millions d'USDT, attaquer des contrats intelligents. Et ils ont été capables de mener cette enquête pour deux raisons. Tout d'abord grâce à la coopération avec le secteur privé, parce qu'on a reçu des alertes de Binance d'un ancien membre de la police qui maintenant travaille pour Binance, pour le site, la plateforme, pardon. Et donc c'est très important d'avoir des personnes du secteur privé qui sont convaincues de l'importance du travail avec la justice. Mais bon, voilà, en France, on avait juste 2 personnes qui travaillaient à ce domaine. De tirer un tout petit peu le fil. C'est pas juste une question publique-privée. Moi, j'ai eu un déclic qui a été un peu une révélation. C'est que là, on parle beaucoup de hacks, de choses qui sont, entre guillemets, le fait de malfaiteurs assumés. C'est un peu binaire, c'est les gentils et les méchants. Mais ce qui a pour moi été une petite révélation, c'est quand, avant Covid, et c'est donc pas quelque chose de nouveau, j'avais été appelé par le gouvernement de Slovénie qui m'avait dit on a un problème, on n'arrive pas à tracer, on a d'un seul coup plein d'argent qui arrive sur notre écosystème Web3, au secours, aidez-nous. On avait fait appel, je ne vais pas dire non parce que c'est marqué sur votre t-shirt, à des gens qui nous ont aidés pour accompagner le gouvernement de Slovénie. Et on s'était rendu compte que l'argent venait de Chine. L'avantage quand on travaille pour un gouvernement, c'est que par contre, on a des outils qui sont différents, et notamment, on peut faire appel aux ambassadeurs. Donc, on avait convoqué en fait l'ambassadeur de Chine pour juste comprendre. L'idée, c'était de comprendre pourquoi cet investissement, en plus en Chine, c'est interdit. Et lorsque la réponse a été, vous savez, de toute manière, au Moyen-Âge, on vous a dit, on veut l'accès à votre port, parce que de toute manière, les ports sur l'Adriatique, c'est la fin de la route de la soie. Vous nous avez dit non, les Habsbourg ont dit non. Quand il y a eu la Yougoslavie, vous avez toujours dit non. 2008, on attend, on est patient. En 2008, on a pris le Pirée, on viendra sur l'Adriatique. Et demain, lorsqu'on aura la main sur votre souveraineté financière, crypto-financière, sur vos wallets, quoi. Il y a des fleurons du Web3 en Slovénie, il y a notamment Bitstamp. De toute façon, il faudra que vous choisissiez entre votre souveraineté monétaire et votre souveraineté portuaire, et on sait quel choix vous ferez. Vous ferez le choix du bon sens. Ça, ce n'est pas des malfaiteurs au sens hack, mais c'est ce qui se passe aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que public et privé, aujourd'hui, c'est plus seulement une division comme au temps où on parlait des traités de Westphalie, les relations internationales, on ne prend en compte que les États. OK. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. On est passé des relations internationales aux relations publiques, parce qu'on a intégré d'autres publics aux côtés des États, des ONG, des hackers, d'autres types d'organisations, et puis dans le Web3, des organisations même décentralisées. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les choses, elles ont bien évolué, et que les entreprises, elles doivent se positionner sur les sujets Web3. D'abord parce que si elles ne le font pas dans quelques mois, années, elles seront has-been, mais ça les regarde. Mais surtout parce qu'il y a des nouveaux risques. Il y a des nouveaux risques business, des nouveaux risques géopolitiques, et je pense qu'on sous-estime énormément les risques géopolitiques
et politiques liées au Web3 et qu'on a besoin d'être accompagné par des privés parce que ça ne sera pas des États. Les États ne peuvent avoir juridiction que dans leurs États. On a besoin d'acteurs privés pour pouvoir avoir un regard plus global, plus transverse et surtout mieux accompagner les utilisateurs, les clients et malheureusement les citoyens. Bon, je vous rejoins totalement là-dessus. Alors, si on veut parler d'État, on peut parler de certains États voyous qui utilisent notamment la crypto-monnaie pour financer d'autres activités militaires, hein. Je pense à un État qu'on peut nommer, que la Corée du Nord, dont c'est la spécialité, les hacking crypto pour financer leurs besoins militaires. Donc oui, effectivement, ça dépasse l'aspect criminalité classique, on va dire. Il y a aussi des questions de souveraineté monétaire, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, que ce soit ma société, mais même avant, dans mon ancien travail, il y a des discussions à des hauts niveaux et des niveaux étatiques, parce qu'ils ont bien compris l'enjeu, tout simplement. Et là, ça dépasse vraiment, on va dire, la guerre avec les méchants, ouais, si je peux caricaturer comme ça. Mais c'est tout le défi de la crypto-monnaie, si je veux élargir un peu le débat. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec des acteurs comme Morphlab, on est sur de la finance décentralisée et tout d'un coup, on n'a plus de tiers de confiance. Donc, qui dit plus de tiers de confiance, dit plus de bouton de pression pour appuyer sur quelqu'un, quoi. Et là, comment on ressent le débat? Comment est-ce qu'on agit là-dessus? Comment est-ce qu'on évite de se faire, par exemple, faire une sorte d'OPA par un pays concurrent sur votre monnaie? Si on n'a plus le contrôle de sa monnaie, ça devient très compliqué, quoi. Donc, ce sont des questions effectivement très intéressantes. Alors, ça dépasse un peu le cadre de la criminalité dont moi je m'occupe, mais effectivement, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat très intéressant sur l'avenir. Oui. S'il y a une autre question, on peut en prendre une. Thank you. Geostrategy analyst here. Bonjour, je suis analyste et j'ai une question sur le financement des pays sous embargo. Avons-nous des statistiques ou des chiffres par rapport à ces mouvements financiers? Pourriez-vous partager avec nous des chiffres à ce sujet? We couldn't hear the end of the question. On n'a pas pu entendre la fin de votre question. Pourriez-vous la répéter? Donc, possédez-vous des chiffres ou des statistiques quant aux transferts financiers vers des pays sous embargo qui utilisent donc des crypto-monnaies pour ce type de financement? La réponse est non. Mais on sait comment ça fonctionne. Et c'est intéressant. Donc le cas de la Russie, évidemment, était intéressant. Parce qu'on pensait, voilà, comment vont-ils éviter l'embargo? Ils vont juste utiliser les crypto-monnaies et puis voilà. Mais non, en fait, ça peut être le cas. Tout d'abord parce qu'ils étaient bien préparés, très bien préparés. Ils ont même joué sur la spéculation pendant l'embargo. Et donc il y a beaucoup de choses à analyser, à expliquer. On a eu le cas du Venezuela également, qui était tout à fait différent. Nous n'avons pas de chiffres, de statistiques au niveau mondial. Je ne pense pas que cela existe, de toute façon. Quoi qu'il en soit, c'est bien plus complexe que cela. On va au-delà de la criminalité. C'est une manière de repenser les valeurs en dehors de la notion d'État. Alors ça peut être très gênant quand on parle de la Russie, mais c'est très positif quand on parle du Venezuela où le système entier est en crise. Ainsi, il convient d'analyser à nouveau cette situation et peut-être que l'étape suivante serait d'aller à l'opposé d'un embargo, c'est-à-dire quand des États utilisent la technologie pour recibler la valeur. Je parle par exemple ici des fonds parachutes. C'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui existait déjà, mais aujourd'hui, on peut programmer l'argent et les monnaies. Et donc, ils utilisent ce type d'outils afin de recibler un produit, un client. There's a real parallel between these two cases. Il y a un réel parallèle entre les deux, entre l'embargo et le reciblage des valeurs, mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas de chiffres là-dessus. Un chiffre sur les volumes de hacks, parce que c'est aussi une thématique qu'on a traitée aujourd'hui. C'est à peu près 3 milliards juste pour l'année 2022. Donc voilà, ça donne aussi un ordre de grandeur. Okay, thank you very much again for your attention. Merci beaucoup de votre attention. Merci aux orateurs qui étaient présents autour de la table aujourd'hui. Merci.